De Montréal, je vous souhaite la bienvenue à la Nuit des idées 2021, une réalisation de la Galerie de l'UQAM en partenariat avec le Consulat général de France. Et au cœur de notre espace de conversation, même s'il est virtuel, j'aimerais préciser que Montréal, Teotihuaca, est un lieu ancestral, un territoire ancestral sur lequel se sont rencontrés des peuples autochtones dont nous souhaitons honorer la mémoire. Alors, cette année, je vous propose de tendre l'oreille vers les propos depuis Paris de l'historienne Anouche Kunt, de l'artiste Kapwani Kiwanga et de la commissaire d'exposition Sonia Recassens. De Montréal, nous entendrons Rima El Khoury, journaliste et auteur, de même que Véronique Leblanc, commissaire d'exposition, et finalement Gaëtane Verna de Toronto, commissaire également, mais directrice du Centre d'art de Power Plant, se joindra à nous. Ensemble, par leurs paroles, mais également par les images, puisque nous aurons la chance de découvrir deux œuvres, l'une de Leila Zeli, artiste d'origine iranienne qui vit au Québec, et Isabelle Canapé, une réalisatrice inoue. Donc, nous proposerons des images, deux courtes vidéos que je vous invite à découvrir. Et donc, paroles et images permettront de comprendre que nos invités se commettent au moyen de l'imaginaire pour proposer la mémoire, pour restaurer la mémoire, pour établir des liens, pour créer cette conversation qui est si indispensable face à un monde inquiété auquel nous ne saurions survivre, bien entendu, sans un profond désir de l'en commun pour faire vibrer l'humanité. Alors, maintenant, je passe la parole à Marie-André Lamontagne, animatrice fidèle de nos Nuits des idées. Marie-André est auteure, éditrice, écrivaine, traductrice. Elle a fait paraître notamment l'année dernière une biographie majeure sur la poète québécoise Anne Hébert. Alors, je vous souhaite sous le ciel de Montréal une très bonne nuit des idées et Marie-André, je vous passe la parole. Merci Louise Derry. Bonjour, bonsoir à tous ceux qui nous regardent en quelques lieux sur cette planète. Alors en 2021, la Nuit des idées, version Montréal, a lieu à l'initiative de la Galerie de l'Université du Québec à Montréal, l'UQAM, dont vous venez d'entendre la directrice Louise Derry. La Galerie de l'UQAM, c'est un lieu de diffusion important à Montréal de l'art contemporain de partout. La Nuit des idées a pour thème général l'humanité dans la proximité et elle a lieu dans un format numérique dicté par les circonstances sanitaires que nous savons. Alors, voici comment se déroulera la prochaine heure et demie et un peu plus, là, en gros. 3 échanges en tandem par des interlocuteurs, je devrais dire des interlocutrices parce que ce sont toutes des femmes, vont se succéder. Alors, de quoi sera-t-il question quand il est question d'humanité et de proximité? Eh bien, de l'expérience de l'exil et de l'immigration, de l'altérité et de la solidarité, de l'inclusion et de l'exclusion et de bien d'autres aspects que nous ne pouvons présumer à ce stade puisqu'il s'agit de conversation avec le naturel de la conversation. Comment et à partir de quelle discipline converserons-nous? Eh bien, de l'histoire, de la littérature, de la communication, de la muséologie, de l'art. 8 participantes en tout, 8 voies possibles de rapprochement entre les êtres humains, 8 voies aussi VOIX que l'on va entendre. Sans plus tarder, on va commencer par la première conversation en tandem. Je vous présente les 2 invités, l'une à Paris, l'autre à Montréal. D'abord, Anouche Kunt, vous êtes historienne et membre de l'Institut de recherche interdisciplinaire sur les enjeux sociaux au CNRS en France. Vous êtes spécialiste des violences et des crimes étatiques que vous abordez depuis le cas arménien, en particulier depuis l'après-coup du génocide de 1915.
Vous prêtez une attention particulière aux trajectoires des rescapés forcés à l'exil et à la condition d'apatride par la jeune République de Turquie qui succède en 1923 à l'Empire ottoman. 2 ouvrages vous concernant, Exil arménien du Caucase à Paris 1920-1945, c'est paru chez Belin en 2016 et c'était le fruit de votre thèse, et Arménien en France, du chaos à la reconnaissance, paru aux éditions La Tribu en 2010 et coécrit avec Claire Mouradian. Rima El Khoury, vous êtes chroniqueuse au quotidien La Presse à Montréal et auteure. Vous êtes née à Montréal de descendants arméniens. Votre roman s'intitule Manam. Il est paru au Boréal en 2019. Manam, c'est le nom de la ville en Arménie où habitait la grand-mère, la Teta, du personnage principal du roman, qui est une institutrice appelée Léa. Fiction donc, mais mémoire familiale aussi en ce qui vous concerne. Autre titre, un recueil d'articles, Pas envie d'être arabe, paru aux éditions Somme Toute en 2014, et vous co-signez là tout récemment La liberté n'est pas un crime chez Plomb. C'est en 2020, c'est le récit d'une militante iranienne qui a décidé d'enlever le voile. Et vous avez collaboré à divers ouvrages collectifs sur l'intégration ou le féminisme. Alors, donc, je vais vous laisser échanger sur le thème que nous avons annoncé, l'humanité dans la proximité. Mais peut-être d'abord, je me permettrais de vous poser une question, histoire de lancer la conversation. Vous vous en emparerez et vous la triturerez à votre guise. Vous abordez le génocide arménien par des trajectoires individuelles, j'ai remarqué. L'outil de la micro-histoire en ce qui vous concerne, Anouche Kunt, la mémoire familiale pour vous, Rima El Khoury, que révèle sur notre monde le petit, le détail, l'individu, que ne montrerait pas assez l'histoire événementielle, la grande histoire, la grande perspective? Je dirais, merci d'abord, Marie-André, pour cette belle présentation. Qu'est-ce que ça révèle? En fait, je crois que ça révèle tout, ça révèle l'essentiel. Moi-même, en plongeant donc dans la mémoire familiale ainsi que dans la mémoire collective du génocide arménien, en plongeant dans la petite histoire qui est encore plus oubliée que la grande histoire, c'était de le faire à travers la fiction, c'était de plonger en fait dans l'émotion, dans l'humanité, de faire en sorte que quiconque se plonge dans ce roman puisse ressentir à la fois l'horreur, l'espoir, le courage qui habitait ces gens-là. Donc, c'est de revenir en fait à notre humanité commune et de le faire à travers la fiction plutôt que en énonçant les faits historiques de façon tout à fait désincarnée. Ça permet, je crois, de plonger davantage au cœur de cette histoire qui est à la fois terrible et pleine d'enseignements. Oui, alors Rima vient de dire que c'est donc alors j'ai oublié exactement, je n'ai pas noté. En tout cas, pardon, comme historienne, je dirais que c'est une manière de faire revenir l'être humain, les sujets, à l'endroit précisément où les bourreaux n'avaient pas prévu qu'ils reviendraient un jour, puisqu'il a été question d'anéantir l'humanité des humains dans la mort de masse. Et donc, la masse, c'est quelque chose qui est extrêmement difficile à se représenter, à rendre intelligible, y compris pour les historiens. Néanmoins, il a fallu le faire. Et pour les historiens, les pionniers qui ont travaillé sur les génocides en général, et en particulier sur celui des Arméniens, il a d'abord fallu poser les faits qui soutiennent ce crime de masse, cette énormité. Et donc, c'est vrai que maintenant, on a tendance à trouver que tout ce travail est un peu positiviste, un peu fastidieux, ne parle pas à nos imaginaires, mais il a été très important pour rétablir aussi dans l'enchaînement historique ces faits qui sont extrêmement violents et déroutants dès lors qu'ils ont été pensés par leurs perpétrateurs comme des faits non advenus, puisqu'il s'agissait en partie de les camoufler et de nier leur existence au moment même où on les accomplissait.
Donc les rétablir, ça avait quand même un sens, même si nous, on a aujourd'hui, notre génération, maintenant la chance de pouvoir faire autrement, autre chose, et certainement donc de s'intéresser à ces trajectoires individuelles, familiales, à des voix qu'on n'a pas entendues, que le récit ne pouvait pas prendre en compte, parce qu'on ne pouvait pas s'autoriser à les prendre au sérieux. Et parfois, il y a des raisons politiques même au fait qu'on ne prend pas au sérieux des expériences individuelles, et en particulier en ce qui concerne le génocide des Arméniens. Pendant longtemps, les historiens ont été soumis à l'injonction de la preuve, c'est-à-dire que les négationnistes, parce que c'est quand même la grande spécificité de ce génocide, c'est d'être en proie à un négationnisme très puissant, puisqu'il est assumé par un État, l'État successeur de l'Empire ottoman, l'actuelle Turquie. Et donc, ce négationnisme soumettait sans arrêt les historiens à la preuve. Prouvez-nous que ce génocide a bien eu lieu. Alors, beaucoup de choses le prouvent, bien entendu, mais cette injonction du document qui ferait preuve a longtemps verrouillé finalement d'autres champs possibles, d'autres voies possibles, puisqu'il fallait donc, et j'en viens et je termine mon raisonnement là, il fallait s'adresser aux sources les plus sérieuses, quoi. Il fallait montrer que c'était un grand génocide important, et donc s'adresser aux rapports diplomatiques, aux témoins, aux grands témoins, et non pas aux rescapés, aux victimes, à ces enfants, à ces trois fois rien qui avaient survécu. En trois fois rien, ce n'est pas mon point de vue, mais c'est tel qu'on imaginait qu'ils seraient disqualifiés comme vraiment des voix de peu, des grands-mères, des tétas comme celle de Rima. Et donc, ça n'est que beaucoup plus tard qu'on s'est mis à s'adresser à ces témoins, jusqu'à présent malmenés, y compris dans les mémoires, sauf bien sûr dans les mémoires familiales où ils avaient des portes comme ça, des percées d'intelligibilité. Oui, des percées et en même temps tout plein de silence. En fait, moi, en me plongeant dans votre travail, Anouche, donc j'ai découvert grâce à cette rencontre, ce qui m'a frappée, en fait, c'est vous avez notamment consacré des textes à le rôle de la photographie dans cette quête de cette reconstitution de la mémoire arménienne, et donc l'image manquante, c'est 100 ans plus tard, quand on retourne sur les traces de ce génocide qui est toujours nié par la Turquie, donc sur les lieux même de la tragédie, c'est comme si c'était invisible, comme ça n'avait jamais existé. Et donc, il y a tout ce travail de photographie d'aller essayer d'arracher des images à l'invisible. Et j'y ai vu comme un lien, en fait, comme un lien visible avec mon travail comme auteur dans ce roman, c'est-à-dire que j'ai essayé de traduire un silence, finalement, de traduire des silences, les silences qui habitaient à la fois ma mémoire familiale, il y a différents silences. Il y a le silence du bourreau qui fait partie, en fait, de la stratégie génocidaire, donc le déni qui est la dernière étape du génocide. Et il y a aussi le silence des victimes parce qu'elles ont vécu des choses horribles, parce qu'elles sont en choc post-traumatique, parce qu'elles doivent survivre, parce que ce qu'elles ont vécu est indicible. Donc, il y avait dans ce travail de plonger dans la mémoire une volonté pour moi d'essayer de traduire des silences de la même façon qu'une photographe qui retourne sur les lieux 100 ans plus tard devant ce rien, ces traces invisibles, essaie de traduire toute cette douleur, cette atrocité dans des paysages qui sont parfois magnifiques. Oui, absolument. Je vous remercie de cette lecture. Alors, j'ai évidemment beaucoup de choses à articuler à partir de ce que vous venez de dire sur l'image manquante. C'est une réflexion que j'ai menée à partir à la fois des images historiques, celles qui ont été faites malgré tout, malgré l'interdit, malgré la censure, malgré les risques pris à l'époque, puisqu'il était rigoureusement interdit de prendre en photo les déportés, etc. Et certains l'ont fait au péril de leur vie. Et donc là, c'est un corpus qui est extrêmement morcelé,
mais qui en même temps est assez impuissant à dire l'événement, parce qu'au fond, comment représenter un crime aussi démesuré par l'image? Donc là, on touche à une aporie, évidemment, qui est prise en charge ensuite par la photographie contemporaine. Et ça qui m'a intéressée, c'est de partir de ce corpus d'images, donc d'archives, et d'aller vers l'image contemporaine. Et il me semble important d'expliquer en quoi les nouvelles images font aussi partie de ce corpus iconographique qui vise à appréhender le génocide une fois que sur la longue durée, il devient vraiment un anéantissement. C'est déjà plus la même chose, c'est plus la même façon de le penser, c'est plus l'événement factuel, mais ces retentissements sur la longue durée, on voit que l'anéantissement continue puisque le vide continue son œuvre, si j'ose dire, les traces sont parfois exhumées, mais la plupart du temps quand même, elles sont érodées, elles s'abolissent. Et c'est vrai que le silence est une composante de ce vide que j'ai traité à travers l'image et l'espace, et que vous traitez, vous, à travers la mémoire et les récits empêchés, et que je travaille également, alors ça c'est peut-être quelque chose qu'on pourrait poursuivre ensuite dans notre dialogue plus tard, mais que je travaille aussi à travers l'archive, parce que l'archive est aussi un des lieux du silence. L'archive dit des choses et puis elle laisse hors champ, si j'ose dire, comme on dirait en photographie, elle laisse beaucoup dans les marges, il y a beaucoup de non-dits dans les archives, évidemment, et y compris dans ce que nous, on peut percevoir également, des mémoires, des témoignages. Et évidemment que le silence, qui d'ailleurs a une composante politique, fait partie de ce que j'essaye aussi de travailler à partir de diverses sources. Et dans votre texte, j'ai trouvé très très beau toute la réflexion, c'est un des fils rouges évidemment que vous menez à travers le silence, parce que vous avez une façon, au-delà du constat que le silence entourait la vie de Teta, vous avez une façon de véritablement le faire parler, au sens où vous en faites le lieu d'une énigme, et c'est une composante presque chimique que vous arrivez à analyser véritablement, presque molécule après molécule, vous lui donnez une forme en fait. Ce n'est pas juste quelque chose qui flotte, mou, et qu'il faudrait combler en faisant des grands gestes, en allant je ne sais où, n'importe comment. C'est véritablement quelque chose que vous travaillez vraiment comme une orfèvre. Et j'ai pris des petites notes, alors je ne les ai pas sous les yeux. Je peux les avoir sous les yeux, mais je vous perds du regard du coup, parce qu'il y a cette histoire d'écran. Je n'ai pas trop envie de baisser les yeux, de me plonger là-dedans, mais il y a beaucoup de choses quand vous dites, par exemple, là pour ceux qui n'ont pas eu la chance encore de vous lire, mais nos silences sont des tiroirs à double fond. À propos des conversations que vous aviez avec Teta, vous disiez, c'est comme ça chez nous, moins on en dit, plus il y aurait à en dire. Et puis ensuite, dans ces silences, tiroirs à double fond, vous dites que pour cette grand-mère rescapée, le silence s'articule à quelque chose de l'ordre de l'espoir aussi, que c'était quelque chose qui permettrait de s'accrocher à la vie, et que vous dites les souvenirs que l'on tait ne nous tueront pas. Et donc il y a une sagesse aussi dans ce silence que je trouve très joliment exprimée. Voilà, je trouve ça beaucoup plus profond et stimulant pour moi que la notion de résilience, par exemple, que je n'utilise pas dans mon travail et qui me paraît un peu trop facile. Et je trouve que, pour des raisons que je ne vais pas forcément développer là, mais je trouve que vous, dans votre manière de prendre le silence comme un objet à multiples facettes, c'est beaucoup plus intéressant, parce que vous en faites vraiment le lieu d'une intrigue et d'une trajectoire pour la narratrice qui ensuite cherche autour de sa grand-mère. Oui, c'est ça, c'est vraiment une œuvre peut-être que le silence, c'est le thème central de cette œuvre. C'est vraiment, c'est parce que l'histoire familiale était vraiment pleine de trous et de silence que moi-même, comme petite fille de survivants du génocide, j'ai commencé à m'y intéresser. J'ai commencé à m'y intéresser
tardivement, en fait, quand c'était... on parlait jamais de ça. À la maison, c'était vraiment... c'est un sujet tabou et c'est vraiment au centenaire du génocide arménien que j'ai fait un peu le même voyage sur les traces de la mémoire donc de mes ancêtres en allant en Turquie sur les lieux d'où mes ancêtres ont été chassés en 1915. Et donc, il y a cette... on dirait que c'est ça, une fois que tous les témoins vivants sont décédés. Donc, moi, j'ai rencontré les derniers Arméniens à Montréal, survivants du génocide arménien qui étaient encore vivants il y a quelques années. Donc, des gens des centenaires, des fois jusqu'à... J'ai rencontré une dame de 107 ans dont la mémoire est encore très vive, qui m'ont raconté des choses. Donc, mais c'est comme si cette parole-là, il a fallu aussi un siècle pour qu'elle se libère d'une certaine façon. Et pour j'ai souvent, en fait, j'ai demandé à ma mère, à mes oncles, pourquoi vous avez pas posé de questions. Ils savaient presque rien de cette histoire-là. Puis ils me disaient, ben, c'était trop douloureux. On voulait pas, on savait que c'était une question taboue dont on parlait pas. Donc, on a eu peur de replonger nos parents dans une tristesse ou un trauma dont ils ne pourraient pas sortir. Donc, souvent, en faisant la recherche qui a mené au roman, je voyais que les petits-enfants, donc avec le temps qui passe, avec la distance, s'autorisaient à plonger dans cette mémoire douloureuse d'une façon que la génération précédente, c'était plus difficile pour eux parce qu'ils étaient trop près de cette histoire-là et qu'ils étaient encore dans la survie, dans la quête d'espoir. Ils essayaient de rendre... justice à tous les efforts qu'avaient fait leurs parents pour survivre et se reconstruire une vie. Alors, je me perds un peu, je ne sais plus pourquoi j'ai commencé à parler de ça, mais il y a vraiment ce sentiment que ce monde est effacé, donc c'est cette mémoire effacée, il y a cette volonté très, très forte, même 100 ans plus tard, de la reconstruire, de la garder bien vivante, il y a Janine Altounian, donc j'ai beaucoup aimé le livre L'effacement des lieux qui raconte, qui se demande comment on fait pour comment on peut faire le deuil de quelque chose qui n'a pas de lieu. Et ça, c'est vraiment aussi une question qui était au cœur de ma propre réflexion en écrivant ce livre. D'arriver en Turquie, dans un endroit où normalement toute la mémoire d'une vie, toute la mémoire familiale existe, mais en même temps de se buter à cet effacement complet, extrêmement douloureux, et c'est de voir qu'est-ce qu'on peut en dire, qu'est-ce qu'on peut en tirer, qu'est-ce qu'on peut raconter, qu'est-ce qui en reste. Alors voilà, c'était... Mesdames, je vous entends, je vous écoute, et une question me vient à l'esprit. La mémoire est-elle transmissible, au fond? Qu'est-ce qui est communicable dans la mémoire, que ce soit par les travaux après, par la réflexion ou par la mémoire familiale? Y a-t-il quelque chose de communicable? Ben, je crois que oui, elle est absolument transmissible même à travers les silences et même surtout à travers les silences. Donc, il y a il y a ce sentiment de devoir, de mémoire, forcément, quand on est devant une histoire qui est niée. Il y a la mémoire devient une forme de résistance. D'une certaine façon. Donc, il faut la faire exister si elle n'existe pas dans l'histoire officielle, politique, et donc il faut la faire exister autrement. Alors, moi, si vous me permettez, la mémoire, comme ça, c'est quelque chose qui me semble toujours un peu massu, et je ne sais pas comment vous répondre, parce que je préfère la détailler, hein, comme si
comme un boucher d'étail, vous voyez, des petits morceaux. Et je trouve qu'à travers ce livre, par exemple, les portraits de Théta, et en particulier les repas. Donc Théta, c'est la grand-mère donc qui meurt centenaire et au-delà d'ailleurs, et donc sa petite fille, la narratrice, fait le récit du souvenir, mais même du corps de Théta. Enfin, moi j'ai vu cette femme hein, véritablement, et son corps pour moi c'est aussi un lieu de mémoire portatif qui s'est transporté d'Alep, de Manam, d'Alep à Montréal, avec des parts de mystère dans ses trajectoires, mais elle incarne une succession de lieux à travers les repas. Et je trouve que les descriptions que vous donnez de ces moments sont absolument délicieux et poignants. J'étais très émue, moi, de lire cet état, ces injonctions à manger, à se faire exploser la panse, quoi qu'il... parce que c'est impossible de ne pas aimer les navets, les navets marinés. Voilà. Et je trouvais cet humour, et c'est l'humour des rescapés aussi, enfin voilà, de faire manger la descendance jusqu'à ce qu'elle explose, parce qu'il ne faut surtout pas qu'elle ait faim. Et ben voilà, la mémoire, elle est dans ces gestes, dans ces mets partagés. Voilà, ça, c'est une manière de répondre à la fois par quelque chose de très concret, de tactile, de sensoriel et d'invisible, parce que sur le moment, on ne sait pas ce qui est transmis. Mais un autre exemple qui me vient, puisque je continue à détailler, et on ne pourra pas tout détailler, mais pour répondre, parce que moi, encore une fois, la mémoire me met mal à l'aise, parce que j'ai toujours l'impression que c'est un bloc, enfin ce terme, hein, cette sémantique-là. Et donc, autre exemple, c'est ce que vous dites à un moment, c'est cette question, est-ce que le courage se transmet? Est-ce qu'on hérite du courage de ces ascendants qui ont survécu rien moins qu'à un génocide? Et souvent, on parle des traumas qui sont transmis justement à travers les silences, à travers les corps, à travers tous ces morts qui sont des fantômes et que les descendants seraient condamnés à porter en eux, faute de pouvoir les déposer dans un lieu où ils reposeraient en paix à travers la reconnaissance symbolique, etc. Et bien là, pour une fois, c'est la première fois que je le lisais comme ça. C'est-à-dire que au-delà de cette approche par le trauma, on a cette question très forte, je trouve, à laquelle moi, je n'ai pas de réponse, mais qui m'a fait lever la tête comme ça et réfléchir, c'est hérite-t-on du courage? Et est-ce à ce moment-là une composante de la mémoire? Sans doute, dès lors que le courage est une injonction combattante aussi à se relever collectivement hein, et à réexister comme groupe, certes exilé, dispersé, mais à exister de façon digne à travers des combats audibles, des œuvres, des choses qui sont des réalités partageables. Et ça, cette longue trajectoire du désenclavement, de ce crime, de cette humiliation, de cette destruction, de cette mise au banc de l'humanité des Arméniens qui, après avoir survécu, ont été exilés de force, ont été condamnés à l'apatridie, donc quand même ont été traités en vaincus de l'histoire et non pas en victimes, qui auraient eu des droits à faire valoir, mais véritablement en vaincus. Eh bien, ces trajectoires sur la longue durée deviennent un lieu de savoir aussi, un lieu véritablement de ralliement pour la conscience universelle. Et donc voilà aussi ce que devient la mémoire sur la durée, la mémoire de ces combats. Je ne sais pas si parce que c'est vrai que par moments, comme on est un peu seul comme ça, on perd le fil, pardon. Mais j'espère que vous l'avez saisi. Oui, je n'ai pas la réponse non plus à la question est-ce que le courage se transmet, est-ce qu'on hérite du courage comme on hérite des traumas, mais ça pourrait être, faudrait poser la question à des psychiatres ou des psychologues, nous dire, mais ça serait logique si on hérite des traumas qu'on puisse aussi hériter d'autres, du courage. Mais je crois que tant qu'on n'est pas soumis aux mêmes conditions, et on espère qu'on ne le sera jamais, mais aux mêmes conditions que des gens qui ont vécu des crimes de masse, des génocides, on ne sait jamais, on
on sait pas ce qu'on porte en nous d'une certaine façon, on ne sait pas ce qui nous habite, ce qui reste de ce courage, peut-être hérité ou pas. En tout cas, votre narratrice, elle hérite d'une conscience politique et d'un regard sur le monde. Hein. Ça, c'est certain que dans l'ouvrage, vous faites des ponts constants entre la scène de 1915, le génocide, et la guerre civile de 2011 qui a démantelé la Syrie et que vous mettez en scène, vous, à travers le sort d'Alep. Oui, oui, c'est ça. Et c'est aussi un roman qui parle de transmission parce qu'elle est la narratrice, donc elle est enseignante, petite fille de réfugiés, et elle se pose, elle voit donc dans la situation des réfugiés en 2015, des réfugiés syriens qu'elle accueille dans sa classe, et elle voit l'histoire qui se répète d'une certaine façon, et comme si on n'apprenait jamais rien de l'histoire. Donc elle est très habitée par cette réflexion sur par ce sentiment qu'en tant que petite fille de rescapée d'un génocide, elle a un certain devoir de transmettre une certaine humanité, de ne pas oublier. Oui, et du coup, Alep est le lieu de cette conscience politique, mais c'est aussi le lieu où la narratrice expose le lien distendu entre sa grand-mère qui vivait à Montréal et le frère jumeau de cette grand-mère resté à Alep jusqu'au bout, jusqu'à ce qu'il succombe au bombardement de sa maison là, tout récemment dans cette guerre. Et donc Alep, c'est le lieu de lien où parler, où faire parler cette réalité-là des familles qui ont été séparées. Enfin, non seulement les familles, elles ont été au-delà de séparées, elles ont été assassinées, mais les survivants ont souvent été... les liens ont été par la force des choses. Et d'ailleurs, vous mettez en scène plusieurs cas. Par exemple, une mère qui place ses enfants parce que même si elle est encore en vie, elle ne peut plus s'en occuper, donc elle les place à l'orphelinat. Et donc, bref, vous évoquez des liens plusieurs cas où les liens familiaux sont à ce point atteints qu'ils ne peuvent pas continuer la vie comme elle était avant, qu'ils ne peuvent pas se retrouver dans une proximité affective quotidienne. Et donc, ce cadre-là de la cellule familiale est démantelé. Et vous le mettez en scène, y compris à travers des fratries très vieilles, comme celle de ces centenaires, qui continuent à s'écrire et qui ne se sont pas vus depuis quand? Depuis peut-être des décennies. Et il y a une dimension tragique. Alors, ce n'est pas la plus importante du roman, mais elle est bien là, à travers ce cas et d'autres que vous mettez en scène. Et d'ailleurs, donc ça dit bien aussi tous les récits qu'on vous a faits, tout ce que vous avez engrangé pour écrire, parce que c'est vrai que je trouvais qu'on trouvait beaucoup de situations tout à fait que je retrouve aussi dans les archives et qui illustrent la diversité chaotiques dans lesquels les gens se sont retrouvés, alors avec un bout de parents à droite à gauche, des enfants qu'on aime mais qu'on ne sait même pas comment ils sont embarqués par une institution dans un pays étranger. Les choses à la fois échappent et sont maintenues, et donc dans cette tension, on se reconstruit. Comment ça, voilà, c'est tout ça que vous arrivez à situer et à implanter dans votre récit. Oui, mesdames, Anouche Kunt, vous avez beaucoup parlé de la force de la fiction, on la voit bien et nous sommes d'accord que la fiction a des atouts. La discipline historique que vous pratiquez, quelles sont ses limites et ses forces? En terminant, j'aimerais vous entendre là-dessus, avec cet objet qui est le vôtre, cet objet dramatique qui est le vôtre. Alors, ma discipline a aussi des atouts, au sens où elle offre aussi une place à l'imaginaire scientifique. Enfin, c'est-à-dire qu'on ne peut pas travailler l'histoire qui a un rapport au temps, un rapport à quelque chose qui n'est pas forcément visible, sans à mettre en scène son propre imaginaire. Simplement, on a cette astreinte, ce devoir de vérité, disons, qui doit être documenté sur des archives qui sont le point d'ancrage de la réflexion et de l'imaginaire, donc. Et ces archives,
pour moi, c'est à la fois une limite, parce que le corpus, bah, on peut l'étendre, mais au bout d'un moment, peut-être qu'il sera un jour fini et qu'on va le renouveler. Voilà, il est entre la finitude et le renouvellement. Et donc, mais c'est aussi travailler avec des archives, c'est s'accompagner d'un matériau d'une très grande richesse. C'est être bien entouré, hein, c'est d'avoir un compagnonnage et se donner la possibilité justement d'entendre des voix du passé voilà, qui sont restées calfeutrées, claquemurées ou inaudibles à travers, voilà, dans leur carton d'archives et qui soudain véritablement jaillissent à la faveur d'une question que vous adressez à un corpus. Et là, il se passe des émotions extrêmement fortes quand ces jaillissements se produisent au détour d'un carton. Et à la fois, ça répond à des questions, ça déplace la question et ça relance constamment l'adresse que vous pouvez faire au passé. Et en cela, voilà, c'est pour moi une discipline extrêmement qui amène très loin. Les archives sont vivantes, en somme. Vous savez qu'on va devoir s'arrêter là et je suis sûre que ce n'est pas Arima El Khoury qui s'est documenté aussi pour son roman qui va vous contredire sur la vitalité des archives. Mais mesdames, il faut s'arrêter parce qu'on a un programme, il faut le suivre, mais c'était tout à fait instructif et révélateur et intéressant tout ce que vous avez pu dire. Je vous remercie vraiment de votre générosité, de la parole et de la communication.